L'histoire commence par des scènes où l'on voit un avion de chasse bombarder ses cibles et abattre des navires américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Les pilotes de ces chasseurs zéro étaient censés mépriser la mort comme leurs ancêtres samouraïs. Après une brève bataille, l'avion est abattu par le navire américain et s'envole. Nous sommes en 2004 et un vieil homme pleure la mort de sa vieille épouse. Son petit-fils, Kantaro Saiki, le regarde fondre en larmes. Au déjeuner, il exprime à sa mère son opinion que sa grand-mère devrait avoir une vie heureuse avec lui. Sa mère lui explique qu'elle aussi a connu des moments difficiles pendant la guerre, son premier mari étant mort en kamikaze pendant la guerre. Il est choqué lorsqu'elle lui dit que sa mère et sa grand-mère étaient déjà mariées et que son premier mari était son vrai père. Le lendemain, sa sœur, Keiko Saiki, le réveille au téléphone pour qu'il rende visite à son grand-père. Ils arrivent à la résidence d'Washi et lui disent qu'ils veulent en savoir plus sur leur vrai grand-père. Il leur dit qu'il est heureux qu'ils veuillent le rencontrer. Il les encourage à découvrir qui était leur grand-père. Kantaro apprend que leur vrai grand-père s'appelait Kyuzo Miyab. Keiko fait des recherches et trouve un groupe d'anciens combattants sur Facebook. Ils se rendent tous deux dans les maisons des vétérans et leur posent des questions sur leur collègue pilote Kyuzo Miyab. Le frère et la sœur sont choqués lorsqu'ils apprennent que Kyuzo Miyab était un lâche, une honte pour la marine et un pilote négligent. Kantaro est fatigué et en colère après avoir rencontré tous ces vétérans et demande à sa sœur de rentrer chez elle. Elle lui demande d'en rencontrer un autre avant qu'il ne rentre chez lui. Il rencontre un vétéran malade nommé Isaki dans un hôpital. Ils sont choqués lorsqu'il leur dit qu'il était le meilleur pilote de leur unité. C'était un pilote courageux et intelligent. Il leur montre un avion de chasse zéro et leur dit que leur grand-père était pilote dans cet appareil. Il dit que ces avions de chasse étaient les plus avancés et les mieux équipés à l'époque. Il poursuit son récit et les ramène en 1941. Il raconte qu'il était quartier-maître à l'époque et que leur grand-père était un brillant pilote. Lorsqu'il s'est posé sur le porte-avions, tout le monde a été stupéfait par son atterrissage parfait. Les autres pilotes l'enviaient. Le 8 décembre 1941, ils attaquent Pearl Harbor, menant l'attaque de plein fouet et détruisant les navires, les avions de guerre et les installations navales américains. Après avoir détruit leur base, Kyuzo retourne sur le porte-avions avec d'autres pilotes japonais. Ils se réjouissent tous de leur première victoire sur les Américains. Mais Kyuzo se met en colère et s'éloigne d'eux. Lorsqu'Isaki lui demande ce qui ne va pas et pourquoi il est triste, il répond qu'il a vu un avion percuter l'eau et qu'en un instant, 3 vies ont été emportées. Il dit qu'il a peur et qu'il ne veut pas mourir comme eux. Au bout d'un moment, leur bateau se retrouve au milieu de l'océan Pacifique. Soudain, un soldat avertit tout le monde que le groupe de porte-avions ennemis est en mer. Il remplace donc les bombes par des torpilles. Les pilotes de chasse se précipitent sur le pont et font décoller leurs avions pour repérer les navires américains. Les chasseurs américains les engagent dans le ciel, tandis que les plongeurs larguent la bombe sur leur porte-avions. Les Américains les battent lors de la bataille de Midway. Isaki leur raconte ensuite qu'ils ont perdu leur porte-avions, qu'ils ont améri en mer et qu'ils ont été récupérés par des sauveteurs. Au bout d'un certain temps, les forces japonaises se sont retrouvées à Guadalcanal et dans les îles Salomon. Il raconte que tout le monde pensait à sa survie car la guerre s'intensifiait à l'époque. Le major japonais annonce aux pilotes de chasse zéro que les Alliés ont attaqué l'un de leurs aérodromes. Il leur ordonne une nouvelle mission, attaquer les forces alliées à Guadalcanal. Il dissout l'unité en disant qu'il s'agit d'une question de vengeance. Un peu plus tard, Miyab fait son truc avec les cartes et s'écrit qu'ils ne peuvent pas voler 560 miles nautiques en continu. Son chef l'entend et le gifle pour avoir sapé le moral des troupes. Lorsqu'il monte à bord de l'avion, Isaki lui demande pourquoi il a dit cela. Il lui répond qu'il s'agit d'un vol de 3h30 pour une attaque de 10 minutes. Et qu'ils ne peuvent pas revenir sans ravitaillement, c'est donc une mission suicide. Au bout d'un moment, il survole l'océan jusqu'à Guadalcanal. L'un des pilotes de la formation, Koyama, est blessé pendant la bataille, et son réservoir perd également du carburant. Il s'écrase dans la mer et demande à tout le monde de le sauver. Arrivé sur l'île, Miyab envoie l'avion de secours, mais celui-ci arrive bredouille. Il dit qu'il n'a pas trouvé Koyama sur place. Isaki dit à Miyab qu'il devrait représenter sa mort comme s'il s'était écrasé sur l'ennemi. Miyab lui reproche ses idées de mort et d'attentat suicide et lui dit qu'ils doivent à tout prix prendre soin de leur vie pour épargner à leurs proches la douleur de leur perte. Isaki poursuit en disant que son chef était ferme dans ses convictions et qu'il était le plus fort de la marine impériale. Kantaro lui demande quand il a rencontré sa famille à Yokosuka, et il lui répond qu'il l'a rencontré une fois après Pearl Harbor. Il est allé chez lui et a rencontré sa femme et sa fille. Il était très heureux de voir son fils nouveau-né. Il a passé la nuit avec elle. Lorsqu'il part pour se rendre sur le porte-avions, sa femme l'arrête. Il lui promet de revenir à tout prix, blessé ou en bonne santé, mort ou vif. Quand Isaki cesse de partager ses souvenirs avec eux, il retourne auprès de leur mère. Plus tard, Kantaro consulte les journaux de la bibliothèque et trouve un autre vétéran de guerre et millionnaire autodidacte, Takanori Takeda.
Il se rend à sa place et lui crie qu'il travaille sur la vie de Kuzo Miyab et qu'il veut donc lui parler. L'homme est surpris d'entendre son nom et le laisse entrer. Il l'emmène dans son bureau et commence à lui raconter son expérience avec Miyab. Il lui raconte qu'il était leur instructeur de vol dans la réserve des cadets. Il raconte que l'armée les a fait participer à la loi sur la mobilisation des étudiants à un très jeune âge. Ils voulaient en faire des aviateurs sans formation au combat aérien. Il dit qu'ils ne leur ont pas laissé d'autre choix que de devenir des volontaires kamikazes. Après s'être engagé comme volontaire dans le programme kamikaze, Miyab passe des tests sur le terrain. Il échoue à tous les tests et tout le monde s'inquiète de ses compétences. Takanori va voir ses amis et leur dit qu'il a encore échoué à l'examen d'immersion. L'un d'eux lui répond qu'à ce rythme, ils n'iront jamais à la guerre. Au bout d'un certain temps, le garçon repasse l'examen d'immersion. L'un de leurs officiers de réserve, l'enseigne Ito, tente désespérément de le réussir, mais son équipement tombe en panne en plein atterrissage. L'avion s'écrase au sol et un barrage de tir lui coûte la vie. Le soir, le lieutenant-commandant vient les voir et déclare qu'Ito n'a pas l'esprit combatif, qu'il est déshonorant et déloyal envers l'armée. Miyab ne s'y oppose pas et dit que ce n'est pas juste, car Ito était un bon soldat et un excellent cadet. Et il n'était pas une honte pour le service. Le commandant le réprimande pour l'avoir interrompu et lui dit qu'il a entendu dire qu'il avait proposé de faire échouer ses cadets pour qu'ils ne puissent pas aller à la guerre. Lors d'un entraînement au combat aérien, un avion américain les engage soudainement dans un combat et endommage leur chasseur zéro. Il le poursuit au sol et Miyab s'échappe de justesse. L'un des cadets le sauve en percutant l'avion avec le sien. Miyab l'emmène à l'hôpital et lui dit qu'ils sont l'avenir du Japon, qu'il était stupide de faire un attentat suicide. Takanori dit qu'il était vraiment quelqu'un de bien, avec de grandes ambitions. Il remercie Kantaro d'être venu le voir et lui dit qu'il n'avait jamais imaginé qu'il rencontrerait un jour le petit-fils de l'instructeur. Kantaro passe ensuite un peu de temps sur internet pour trouver d'autres vétérans. Après quelques recherches, il se rend chez Kajora. Il lui demande de lui parler de son grand-père Miyab. Kajora le regarde attentivement et commence à lui raconter l'histoire. Il lui dit qu'il sait à quel point Miyab aspirait à la vie, mais qu'il a fini par tourner le dos à cette aspiration. Cela le ramène en 1943, lorsqu'ils ont participé à des combats. Il dit qu'il détestait Miyab parce qu'il évitait les batailles. Au contraire, il aimait les batailles. Après avoir abattu quelques avions américains, il a demandé à Miyab de simuler une bataille dans les nuages. Miyab refuse, disant qu'il est un très bon pilote et qu'il n'a pas besoin de faire un exercice de combat aérien. Quelques jours plus tard, les deux hommes s'affrontent à nouveau dans le ciel avec des avions de guerre alliés. Kajora tire sur quelques avions, mais Miyab reste à haute altitude. Il ignore le combat aérien. Kajora est jaloux de ses talents de pilote et le poursuit. Il parvient à convaincre Miyab de participer à son simulacre de combat aérien. Il le coince à plusieurs reprises, mais Miyab finit par réussir. Il lui tire dessus, mais Miyab ne le prend pas aussi mal que lui. Cela inquiète davantage Kajora, qui regrette d'avoir ouvert le feu sur lui. Il explique à Kantaro que ses balles l'ont raté parce qu'il semblait voler droit, mais qu'il se déplaçait en fait légèrement dans sa chute. Ses balles semblaient donc aller de côté. 2 ans plus tard, en 1945, il se trouve à la base aérienne de Kanoya. Il y retrouve Miyab après une longue période. Il lui annonce qu'il a complètement changé. Après des demandes formelles, il part en mer pour combattre les Américains. Le Japon perd ses avions et la guerre contre eux. Kajora poursuit continuellement Miyab dans les airs tandis que les autres pilotes perdent la vie. Plus tard, lorsqu'ils reviennent au chantier naval, Kajora lui demande ce qui lui est arrivé et ce qu'il a vu. Il lui dit que tous les pilotes qui ont perdu la vie aujourd'hui étaient ses élèves. Il se demande ce qu'ils auraient dû accomplir pendant la guerre. Il s'écrit que ces garçons devraient être les survivants d'un avenir meilleur pour le Japon. Lorsque Kajora dit qu'ils ne peuvent rien faire, il leur crie dessus et leur dit qu'ils sont en vie grâce à leur sacrifice. Il se sent tellement impuissant qu'il veut même sacrifier sa propre vie. Un jour, il s'engage dans une mission kamikaze. Le garçon court vers lui et lui demande pourquoi il a accepté de gâcher sa vie pour une mission sans intérêt. Ses camarades l'empêchent de poser de telles questions à l'officier supérieur Miyab. Au bout d'un moment, Kajora raconte qu'un jour, il a échangé son avion régulier de type 52 contre un vieux type 21-0. Il dit que quelqu'un a survécu ce jour-là et lui remet un dossier d'escadron. Il le remercie et l'embrasse avant de le congédier. Lorsque sa sœur vient le chercher, il lui dit que c'est leur grand-père qui a survécu et posé son type 52-0. Il se rend chez son grand-père, Kenichiro Washi. Il partage alors ses souvenirs et lui raconte que lorsqu'il était à l'hôpital, Miyab est venu le voir et lui a demandé de s'occuper de sa famille après la guerre. Il le rencontre également à la base aérienne de Kanoya 2 ans plus tard. Il les accompagne également lors de l'opération Kamikaze. Le jour de l'attaque d'Okinawa, Miyab demande à Washi la faveur d'échanger des avions avec lui. Washi répond qu'il ne veut pas piloter un vieil avion. Miyab lui répond que le type 21 est le premier avion qu'il a piloté. Il lui donne son avion et ils s'envolent tous vers la zone de combat. Au milieu du voyage,
l'avion d'Washi commence à tomber en panne et à perdre du carburant. Il se rend compte que Miyab l'a fait exprès pour qu'il ne puisse pas participer à l'opération kamikaze. Miyab lui fait signe de faire demi-tour et d'atterrir quelque part, tandis qu'Washi le réprimande, impuissant. Il aimerait pouvoir accompagner Miyab et le sauver, mais il ne peut plus rien faire. Il poursuit en disant qu'après la guerre, il est parti à sa recherche et à celle de sa femme Matsuno. Il a trouvé sa femme et sa fille dans une hutte. Elle leur raconte l'histoire de son mari et comment elle l'a sauvé en changeant d'avion. Elle lui demande de partir. Elle reste réticente à accepter ses faveurs et son aide, mais il continue à leur rendre visite. Après quelques mois, elle s'habitue à lui. Un jour, elle lui demande de cesser ses visites, mais il insiste et dit qu'il estime que c'est son devoir. Il lui rappelle que son mari, Miyab, lui a déjà sauvé la vie. Après une discussion, il se lève pour partir, mais il est arrêté par Matsuno. La femme s'excuse pour ses mots durs et lui demande de rester avec eux. Il dit comprendre que Miyab a tenu sa promesse en l'envoyant auprès d'eux. Washi leur remet les notes de Miyab et leur dit qu'elle n'avait pas peur de mourir lorsqu'elle l'a vu pour la dernière fois. Il a toujours pensé à la sécurité de sa famille. Il dit qu'il se sent soulagé après leur avoir raconté son histoire. Quant à Ro, sa sœur et sa mère quittent le bureau et se rendent au parc. Il se souvient de son grand-père Miyab à travers les récits des vétérans. Le film se termine là où il a commencé, un pilote de chasse encercle le porte-avions américain pour le frapper. C'était Kuzo Miyab. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.